Il y a encore deux choses que j'aimerais relever. Une, c'est les questions sur le surmoi. Puisque les pages sur le surmoi me semblent les pages les plus intéressantes de cet ensemble de textes. Et là, on peut déjà voir la différence de la conception de surmoi d'Anna Freud par rapport à celui de Melanie Klein, où pratiquement le surmoi pour Anna Freud, c'est pratiquement synonyme, d'ailleurs elle le dit clairement, de conscience morale, n'est-ce pas? Et c'est essentiellement une conscience morale acquise à travers les parents, n'est-ce pas? L'éducation, mais au début, les parents, la question du bien et du mal transmise par les parents. Tandis que, donc il y a un côté des valeurs sociales, justement, dans ce qu'elle appelle la constitution de ce qu'elle appelle le surmoi. Et pour Melanie Klein, ça serait quoi? Pour Melanie Klein, on verra ça plus tard, mais il me semble que c'est presque pulsionnel, le surmoi. Il y a deux surmois pour Melanie Klein. Il y a un surmoi précoce, oui. Qui est dans la première année de vie, où c'est-à-dire c'est un contact avec les attaques au sein, c'est-à-dire dans cette avidité de l'enfant, dans ses morsures sur le sein, donc c'est un contact avec cette avidité-là. Le moment où elle commence à voir que la mère est séparée de lui, ou d'elle, de l'enfant, il y a la phase dépressive. Et c'est-à-dire que c'est à la phase dépressive que le surmoi précoce a son origine. C'est-à-dire qu'elle a attaqué le sein, la mère ne répond plus, il pleure, la mère ne vient pas, et c'est là qu'il se rend compte de la séparation, et c'est là qu'il y a l'apparition du surmoi précoce. Ce que je trouve théoriquement très beau, mais j'y crois pas du tout. Ouais. Parce que c'est pas observable, c'est-à-dire que pour Melanie Klein, c'est observable à travers les dessins et les histoires, par exemple des trucs, des dessins qu'elle prélevait, et puis des interprétations qu'elle faisait à travers le jeu. Elle trouve que c'est étayable, donc c'est étayé dans les jeux des enfants. Moi, je ne suis pas du tout convaincue. Mais indépendamment. Et après, il y a un surmoi, un deuxième surmoi, qui est le surmoi lié à l'Édipe, qui est le surmoi dont parle Anna Freud. Donc justement, indépendamment de la question développementale d'Anna Freud, ça enlève un peu parce que de Melanie Klein. Avec Melanie Klein, il faut toujours séparer les choses pour pouvoir retirer un concept qui puisse être applicable à la clinique. Et ce qui diffère de Anna Freud, c'est cette question de ce surmoi en général sévère et qui est auto-agressif. C'est là que je dis qu'il a quelque chose de pulsionnel et qu'il peut utiliser ensuite plus tard les valeurs sociales, ça veut dire la conscience morale pour pouvoir s'attaquer. Oui, mais Melanie Klein explique ça très bien, l'explication est très bien, et puis ça nous instruit, en tout cas pour les psychoses, parce que pour Melanie Klein, le petit enfant d'une année est un être psychotique, c'est-à-dire qu'il va donc entre le clivage entre le mauvais sang et le bon sang. Donc le mauvais sang, c'est l'absence, n'est-ce pas, de la mère, c'est celui que l'enfant va attaquer, mais l'enfant, ne supportant pas ce côté attaquant, va le projeter à l'extérieur, donc projection, mais comme c'est une partie d'elle, elle sent bien que c'est une partie d'elle qu'elle a projetée à l'extérieur, ça revient comme un boomerang, je dirais, elle utilise cette image du boomerang qui revient sur lui. Et là, c'est la paranoïa.
C'est la paranoïa. Et s'il y a introjection, la mélancolie. Donc, cette agressivité, c'est une agressivité innée de l'enfant qui réagit à l'absence, au problème, à l'absence de la mère, etc. Bon. Voilà. Donc, l'explication est très bonne. Et la névrose, ça serait l'apparition du surmoi. La névrose, ça serait l'apparition du langage. On parlera de Mélanie Klein la névrose, ça serait l'apparition, je dis ça très schématiquement, mais la névrose serait l'apparition du langage avec les représentations langagères. Mais la normalité, ça serait le surmoi précoce, il arrive quand la phase dépressive est dépassée, surmontée, c'est ça? Ensemble. C'est en même temps, d'accord. C'est-à-dire que la dépression, c'est aussi par rapport à ce surmoi. C'est-à-dire, je l'ai attaquée, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Donc, vous voyez, si je peux mettre en explication langagère, ce serait ça. Donc, que l'enfant est déprimé parce que, voilà. Alors, c'est l'apparition, et Winnicott entre en scène, l'apparition de l'objet transitionnel, que va faire que l'enfant va pouvoir gérer cette situation dépressive avec un objet qui, en même temps, c'est lui et pas lui, un objet anodin, et ça crée une zone intermédiaire entre lui et l'externe, l'objet externe, et ça va, si vous voulez, ça va atténuer cette phase dépressive. C'est-à-dire que c'est une atténuation de la phase dépressive et de la phase persécutoire aussi, parce que pour Mélanie Klein, la phase dépressive n'efface pas du tout la schizoparanoïde, c'est-à-dire que cette peur que ce qui a été projeté revienne, ça reste. Mais atténué quand même. Mais atténué. Parce qu'on prend conscience que c'est soi-même qui est à l'origine de tout de la mort de la mère. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'adultes, ça c'est très atténué par le langage, mais beaucoup d'adultes qui, c'est-à-dire, il dit du mal et puis il veut du mal beaucoup à une autre personne, puis après il devient persécuté, peut-être pas pour la même personne, mais pour un autre, et puis on voit ça beaucoup dans les équipes de travail. Et chez les obsessionnels. Et c'est là que Mélanie Klein, on va reparler de Mélanie Klein l'année prochaine, mais c'est là qu'elle devient intéressante. C'est lorsqu'on enlève cette histoire d'enfant, surtout de première année, parce que là il y a un côté délirant chez Mélanie Klein, de pouvoir penser que l'enfant, il a toutes cet imaginaire à la première année, mais si on prend toute cette description de Mélanie Klein comme étant des mécanismes qui surgissent chez l'adulte et surtout chez l'adulte psychotique, alors là on verra que c'est d'une richesse très grande. Mais on va c'est-à-dire que je pense que finalement, elle a quand même observé des enfants, elle a quand même étayé ça, décrit ça d'une manière très très bien. Si on voit un bébé de 6 à 8 mois qui est rouge, qui pleure parce qu'il est inconfortable pour une raison ou une autre, soit qu'il a chaud, soit qu'il a faim, soit qu'il n'est pas bercé, soit qu'il est, il est inconfortable. C'est-à-dire, en effet, si on regarde ce bébé qui ne peut rien représenter, il peut que pleurer et que son expression est celle de... On voit qu'il y a quelque chose, il est comme une espèce de chose qui va exploser, les taux rouges, c'est une boule de haine. C'est-à-dire, on peut tout à fait... C'est une boule de décharge. Ensuite, de décharge et de haine. C'est-à-dire, regardez quelqu'un qui est haineux. Regardez quelqu'un qui est haineux dans la guerre. La haine me semble déjà beaucoup plus subtile. Non, mais c'est quand tu parles, mais regardez des enfants qui jouent à l'attaque. Vraiment, ils ont quelque chose... Là, c'est un enfant plus grand. Mais on reviendra. En tout cas, la personne qui subit les pleurs devient un peu haineuse, qu'elle le veuille ou non. Et ça peut le devenir. On ne va pas laisser Mélanie Klein envahir Anna Freud. Non, mais c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas conscience les théories étaient déjà très primaires encore, mais pour eux, l'enfant apparaissait, si vous voulez, avec l'Oedipe pratiquement, avec la phase
anal, qui commençait à parler. Mais l'enfant oral, n'est pas grand-chose.